Grand 1. Le libre arbitre. Thèse. Définition de libre arbitre. Le libre arbitre est un pouvoir de décision absolu en moi, à partir de rien, sans motif contraignant. Une capacité de commencement pur, en dehors de toute chaîne de causalité, à l'intérieur ou à l'extérieur de moi, qui déterminerait mes actes. Une capacité de production d'un effet sans cause, être cause de ce que l'on est, de ce que l'on fait et de ce que l'on pense. L'expression libre arbitre provient du latin liberium arbitrum, jugement de l'arbitre, ce qui signifie pouvoir de choix. Le libre arbitre est la capacité d'autodétermination d'un sujet, possibilité de dire oui ou non, d'accepter ou de refuser, d'affirmer ou de nier. L'expérience du choix est le lieu privilégié où se forme et s'éprouve cette croyance au libre arbitre. Choisir, n'est-ce pas expérimenter une indétermination foncière de ma volonté? Contrairement à l'âne de Buridan, qui se laisse mourir de faim et de soif, parce qu'il est incapable de se décider entre l'eau et l'avoine, placée à égale distance de lui. Contrairement à cet âne, nous sommes doués de volonté, et notre libre arbitre est susceptible de décider par lui-même, quand bien même les alternatives du choix pourraient sembler égales ou indifférentes. Cette indifférence est obtenue soit par une absence d'affect, soit par la concurrence de deux affects contradictoires mais de même puissance. Cette situation d'indifférence, plus exactement d'indifférenciation entre les affects, laisserait l'animal sans ressources, parce qu'il ne possède pas cet organe supérieur qu'est la volonté, la capacité de s'autodéterminer. Si nous plaçons un âne qui aurait autant faim que soif entre un seau d'eau et un picotin d'avoine, l'âne se laisserait mourir de faim et de soif, ne pouvant choisir, subissant, avec la même puissance, l'attraction de l'eau et de la nourriture. L'homme au contraire pourrait trancher entre ses affects, par un acte de volonté. Cette possibilité d'agir sans raison suffisante semble être la preuve de l'existence en l'homme d'un libre arbitre. Dans une lettre à Mélan, datée du 9 février 1645, Descartes affirme que je peux refuser l'évidence en présence même de l'évidence. Par bravade métaphysique, je peux nier que 2 plus 2 font 4 et confirmer ainsi, fût-ce de manière bien paradoxale, l'existence de ma liberté. La volonté n'est-elle pas pure contingence? N'est-elle pas pur et absolu pouvoir de vouloir? Cette toute-puissance de la volonté semble se manifester de façon plus forte encore dans l'expérience de l'acte gratuit. L'acte gratuit semble être comme la preuve et l'épreuve de l'existence du libre arbitre, comme son summum, son coup d'éclat. La notion d'acte gratuit, telle qu'on la trouve dans les caves du Vatican d'André Gide, est la forme moderne prise par la notion médiévale de liberté d'indifférence. Elle consiste en un acte absolument immotivé, sans mobile, sans motif, sans raison, sans cause autre que la décision absolument autonome de la volonté du sujet. L'acte gratuit serait un acte sans motif décelable, sans aucune détermination intérieure ou extérieure, un agir pour rien, dépourvu de tout but, de toute fin. L'acte gratuit est l'acte accompli délibérément, sans raison, sans finalité, sans motif. André Gide, Les caves du Vatican. Un crime immotivé, continuait Lafcadio. Quel embarras pour la police. Au demeurant, sur ce sacré talus, n'importe qui peut, d'un compartiment voisin, remarquer qu'une portière s'ouvre. Du moins les rideaux du couloir sont tirés. Ce n'est pas tant des événements que j'ai curiosité, que de moi-même. Tel se croit capable de tout, qui, devant que d'agir, recule. Qu'il y a loin entre l'imagination et le fait, et pas plus le droit de reprendre son coup qu'aux échecs. Bah, qui prévoirait tous les risques, le jeu perdrait tout intérêt. Entre l'imagination d'un fait et, tiens, le talus cesse, nous sommes sur un pont, je crois, une rivière. Sur le fond de la vitre à présent noire, les reflets apparaissaient plus clairement. Fleurissoir se pencha pour rectifier la position de sa cravate. Là, sous ma main, cette double fermeture, tandis qu'il est distrait,
et regarde au loin devant lui. Joue, ma foi, plus aisément encore qu'on eût cru. Si je puis compter jusqu'à 12 sans me presser, avant de voir dans la campagne quelque feu, le tapir est sauvé. Je commence. 1, 2, 3, 4, lentement, lentement. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un feu. Florissoir ne poussa pas un cri. En gare de Naples, les employés de la compagnie ont ramassé dans le filet d'un compartiment de première classe du train venu de Rome une veste de couleur sombre. Dans la poche intérieure de ce veston, une enveloppe jaune, toute ouverte, contenait 6 billets de 1000 francs. Aucun autre papier qui permît d'identifier le propriétaire du vêtement. S'il y a eu crime, on s'explique malaisément qu'une somme aussi importante ait été laissée sur le vêtement de la victime. Cela semble indiquer, tout au moins, que le crime n'a pas eu le vol pour mobile. Le personnage principal, Lafcadio, veut expérimenter sa liberté absolue, et décide donc d'accomplir un acte absolument sans raison. Il se trouve dans le compartiment d'un train, le soir, avec pour seul compagnon de voyage un vieillard, Florissoir. C'est à ce moment-là que le pire lui vient à l'esprit. Pourquoi ne déciderait-il pas de tuer ce petit vieux qui ne lui a rien fait, en le poussant hors du train? Acte absurde, absolument sans raison, mais qui manifeste le pouvoir absolu de la volonté. Transition. Lafcadio est-il libre? Lafcadio ne prend-il pas pour une absence de motif ce qui n'est qu'une ignorance de ces mêmes motifs? La volonté d'agir sans motif n'est-elle pas déjà un motif? Lafcadio tue-t-il pour se prouver libre, ou se pose-t-il comme libre que pour pouvoir tuer?